Anthony chez Maris Consulting, un grand plaisir de te... on se voit assez souvent, mais là on a enfin l'occasion de faire quelques clips vidéo ensemble. Je voulais commencer par te demander de résumer ta vie à partir de la naissance. Oui, d'accord. Merci déjà de m'avoir invité, Philippe. Alors pour résumer ma vie, alors pas depuis la naissance, mais donc je suis normand. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'ai un profil assez classique, école d'ingénieur, puis ensuite une école de commerce en création, développement, redressement d'entreprise. Ça fait en fait aujourd'hui 10 ans que je travaille en fait dans plusieurs secteurs, alors principalement dans les métiers de la supply chain, sur des métiers de la logistique, dans de l'assemblage et de l'usinage. Et je travaille principalement dans des secteurs plutôt à technologie avancée de type aéronautique ou oil and gas, type projet, enfin vraiment des choses, des secteurs un peu compliqués et pointus technologiquement parlant. D'ailleurs. Et à un moment donné, tu es tombé sur un truc bizarre, obscur, marginal, etc., qui s'appelle la théorie des contraintes. C'est ça. T'es tombé malade comme ça quand? Je suis tombé malade en fait en 2006 quand j'étais en fait en école de commerce. Je sortais en fait d'un stage de fin d'études dans l'automobile où en fait j'étais très fier d'avoir réussi à baisser les coûts unitaires par diverses actions de liens et flux, etc., etc. Et en fait, la conclusion de mon rapport avait été que j'avais fait économiser 1 million d'euros à l'entreprise. Et en fait, je n'arrivais pas à comprendre où était le million. Et en fait, en rentrant en école de commerce, j'ai voulu faire il y avait des mémoires à faire, j'ai voulu faire un mémoire sur les indicateurs de performance, puisqu'en fait, mon hypothèse de départ était que le million d'euros n'était pas forcément dans le PNL, mais qu'il était dans des indicateurs de capacité, etc., etc. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui est une personne complètement atypique, comme on peut en voir souvent dans le monde de la TOC, parce que c'est une personne qui a un bac littéraire, qui a une licence de langue, enfin qui n'a absolument pas le profil du consultant en management industriel, et pourtant il était consultant à peine 25 ans. Et il m'a dit, tu devrais peut-être lire un livre qui s'appelle Le But, parce que je pense que ton histoire d'indicateur et ton million d'euros, il n'est pas vraiment si existant. Donc en fait, comme la plupart des gens, j'ai lu Le But en l'espace de 2-3 jours, et puis j'ai dit, oula, je me suis bien trompé depuis quelques années, et je ne sais pas ce qu'il fallait faire, et depuis donc le parcours TOC a été développé, quoi. Juste sur le livre Le But, donc aujourd'hui quasiment 6 millions d'exemplaires, 29 langues, etc. Ouais. C'est un livre âgé avant 30 ans, donc avant Internet, avant plein de choses. Tu le recommandes quand même comme lecture aujourd'hui, en 2015? Bien sûr, de toute façon, pour commencer son chemin en théorie des contraintes, Le But est le meilleur livre pour attaquer le sujet-là, quoi. Il n'y a pas d'autre livre à part Le But pour mieux attaquer la théorie des contraintes, quoi. Voilà. Très bien. Donc après avoir lu Le But, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir lu Le But, je suis rentré. Alors je suis resté, j'étais toujours en fait encore aux études. J'ai commencé à me poser des questions un peu sur comment mettre en place tout ça. Et en fait, puisque ce fameux consultant, c'est aussi quelqu'un qui savait poser les bonnes questions, il a continué à me faire découvrir en fait les autres romans du But, donc à savoir Réussir n'est pas une question de chance, La chaîne critique, etc., etc., mais toujours de manière très séquencée, ce qui a permis de construire en fait un peu ma voie en fait dans la théorie des contraintes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'ai pas voulu arriver en disant tiens, venez, on va faire du DBR, venez, on va faire de la chaîne critique, venez, on va faire de la solution de distribution, puisqu'en fait, ça revenait un peu à arriver avec une solution préconçue, ce qui est d'ailleurs souvent un reproche qu'on fait à la plupart des jeunes diplômés, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec un peu tous leurs idées et tout ça. Donc, je suis plutôt arrivé en fait, avec une autre partie de la théorie des contraintes qui s'appelle les thinking process, où en fait on essaye de construire avec l'équipe différentes solutions en partant des problèmes, en trouvant les causes, etc. etc. Et tu avais découvert les thinking process comment? J'ai découvert les thinking process en fait juste après, peu de temps, quelques mois après la lecture du But, puisqu'en fait toujours avec cette même personne, j'étais là, le But c'est bien joli, mais mine de rien, il y a quand même un vrai problème de fond, c'est à un moment donné, il faut bien avoir des indicateurs locaux pour améliorer l'optima globo, quoi. Et là, il m'a fait en fait ce qu'on appelle dans la théorie des contraintes un nuage de conflit avec d'un côté les indicateurs locaux et les indicateurs globaux.
Puis j'ai dit, mais c'est quoi cette chose-là? Et là, il m'a dit, bah, tiens, il faudrait que tu lis la suite du but. Donc là, j'ai dit, ok, faut que je me suis pas fait avoir deux fois. J'ai acheté la suite du but, puis j'ai acheté les autres romans dans la foulée. Et pour moi, en fait, ce qui fait la force de la théorie des contraintes, enfin, de mon point de vue, c'est vraiment ce côté thinking processes, puisque c'est vraiment un outil qui permet de bien comprendre un problème, de bien définir une solution et de la mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pertinent dès qu'on rentre un peu dans la gestion d'équipe et tout ça, puisqu'en fait, c'est quand même aussi un des rares outils aujourd'hui en résolution de problèmes qui peut vraiment être très participatif tout au long du process de définition du problème, solution et mise en œuvre. En fait. D'accord, donc tu commences à travailler, tu pratiques les thinking processes, mais as-tu dit que tu utilisais ça ou... Non, souvent un des avantages et aussi inconvénients de la théorie des contraintes, c'est que le meilleur moyen d'avancer, c'est de dire qu'on n'en fait pas. C'est-à-dire qu'arriver en disant bonjour, on va faire de la théorie des contraintes, c'est effectivement de la même manière que d'arriver avec une solution préconçue. Le plus simple consiste à éventuellement poser des questions ou peut-être à suggérer des solutions, mais c'est sûr qu'arriver en disant voilà, on va faire comme ça et comme ça risque de complexifier un peu le parcours, quoi. Ok, donc tu commences à gribouiller des choses au mur avec des flèches et des machins et des post-it pour montrer les conflits et développer des solutions. C'est ça. Et tu mets quoi en œuvre avec tout ça? Souvent, en fait, ce qu'on met en œuvre rapidement, c'est ce que je peux parfois appeler les conflits de management, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend souvent compte, il n'y a pas que la théorie des contraintes qui le dit, c'est qu'on est souvent drivé par des indicateurs, souvent conduit par des indicateurs locaux. Et on se rend compte que ces indicateurs locaux nous font nous font prendre tout un tas de décisions, nous en tant que manager. Donc là, on n'est même pas en train de parler des équipes qui sont questionnables ou discutables. Donc souvent, une des premières étapes consiste un peu à remettre en cause les indicateurs qui, entre guillemets, nous font prendre des mauvaises décisions, et deux, les comportements qu'on demande à nos équipes qui nous amènent à prendre des mauvaises décisions, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la théorie des contraintes, ce genre de conflit, c'est par exemple les TRS, les taux d'utilisation des machines. C'est ça, un des grands classiques, c'est qu'effectivement on s'amuse à mesurer le TRS, le taux de rendement synthétique partout dans l'usine, même sur des endroits où finalement il n'y a pas d'intérêt majeur à le faire. On cherche toujours à augmenter le TRS de chacun des postes, alors que ce que dit tout simplement la théorie des contraintes, mais comme le disent d'autres, c'est qu'il faut se concentrer vraiment sur la machine principale, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que souvent il suffit de passer du temps à arrêter de faire du TRS sur les machines qui servent à rien, puis de le faire sur le goulot et éventuellement les quelques machines critiques qui sont clés, quoi. Mais au-delà de ça, il n'y a pas besoin d'y passer plus de temps, ce qui permet de se concentrer. D'accord. Et donc tu as réussi à convaincre ton entourage de faire attention aux effets néfastes des taux d'utilisation maximale partout? Oui, on se rend compte assez vite des effets néfastes, puisque généralement on trouve beaucoup d'encours. Voilà, le classique, malheureusement, c'est on veut toujours que nos équipiers soient occupés, donc en fait on leur injecte toujours de la matière pour augmenter ce TRS, même de manière fictive, quoi. Donc en général, on arrive quand même à comprendre, les gens arrivent quand même très bien à comprendre qu'on puisse marcher sur la tête sur certaines décisions, quoi. Très bien. Donc après avoir expliqué aux gens comment produire plus en travaillant moins, tu as fait quoi? Eh bien en fait, et c'est un aussi des autres aspects de la théorie des contraintes, mais là aussi encore parfois avec d'autres méthodologies, l'idée c'est pas que d'améliorer la performance en fait du système, c'est d'essayer de voir quelles opportunités en fait le système peut apporter d'une manière plus générale. C'est-à-dire que oui, quand on arrête de travailler sur des postes non boulot, etc., ça libère beaucoup de capacités. Et plutôt que d'essayer de tomber dans tiens, on licencie les gens, ou tiens, on coupe par deux l'effectif, il y a tout un tas de méthodes où on met des machines à la poubelle, des choses comme ça. Généralement, une des actions qui marche plutôt pas mal, c'est de ramener des pièces qu'on achetait ou qu'on sous-traitait directement à l'intérieur du flux, pour justement réduire en fait les dépenses d'achat, tout en maintenant en fait un bon niveau de capacité, quoi. Ok. Ensuite? Eh bien, en fait, une fois que vous avez utilisé cette capacité-là, vous pouvez éventuellement commencer à développer des produits ou des nouveaux segments de marché qui, là aussi, vous permettent en fait d'utiliser différemment votre capacité. Une des séquences intéressantes peut être je libère de la capacité très vite,
j'insource plutôt que d'outsourcer des pièces en Chine, en Inde ou je sais pas où. Et puis pendant que j'occupe en fait les usines à insourcer des pièces ou à faire des pièces en interne, je fais travailler la R&D ou d'autres services sur des nouveaux produits ou des nouveaux segments de marché. Là aussi avec des méthodes rapides qui existent entre autres dans le monde de la théorie des contraintes, et une fois que ces produits sont disponibles et prêts à être lancés sur le marché, on peut éventuellement outsourcer ce qu'on a outsourcé initialement, quoi, si c'est intéressant ou pas d'un point de vue financier. Très bien. Donc après 10 ans de pratique de la théorie des contraintes, tu dirais quoi à quelqu'un qui est curieux et tenté de s'y mettre et effectivement, bon, je dirais que il faut s'y mettre. Il ne faut pas avoir peur en fait de remettre en cause certaines idées préconçues. Souvent, on lit parfois chez les managers, enfin, il y a tout un tas d'outils RH notamment qui parlent de courage managérial. Bon, c'est vrai que la théorie des contraintes demande peut-être plus de courage managérial que d'autres approches d'amélioration continue. Même si je trouve, enfin voilà, je suis, comme tu le sais, un fervent défenseur aussi du TOC Lean Six Sigma. C'est vrai que c'est plus facile peut-être dans le Lean de se cacher derrière la boîte à outils Lean pour avancer, alors que dans la théorie des contraintes, parfois on est quand même plus confronté assez vite à remettre en cause certaines pratiques managériales. Tout à fait. Et aujourd'hui, la norme, la manière d'améliorer les systèmes dans le monde industriel en tout cas, est beaucoup plus inspirée du Lean, donc c'est normal entre guillemets de faire du Lean, tandis que la théorie des contraintes en nombre d'utilisateurs, nombre de pratiquants, etc. est marginal. Et donc il faut expliquer pourquoi on utilise ces idées qui sont moins connues. Et je reviens en fait à ce qu'on discute de temps en temps. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé de faire de la théorie des contraintes pour en faire vraiment. Vous pouvez très bien concentrer des applications Lean sur un goulot d'étranglement. Personne ne sera choqué de vous voir faire un SMED sur un goulot d'étranglement, et même si vous n'appelez pas ça théorie des contraintes ou vous n'appelez pas ça Lean pur, quoi. Le plus important au final, c'est que de toute façon, votre système s'améliore en termes de débit, de revenus, etc. etc. quoi. Oui, tout à fait. Effectivement, une des grandes forces de la théorie des contraintes, c'est d'avoir cette vue globale qui permet de dire maintenant tout ça, le plus important c'est de travailler là. Et cette partie-là, on peut le garder dans sa tête, et comme par hasard, on va à cette machine, et c'est là qu'on commence à faire des interventions de type Lean, et ça se passe très bien parce que c'était justement le bon endroit. Oui, c'est ça, il ne faut pas opposer les trois disciplines, c'est futile et c'est une perte de temps auquel les managers n'ont pas le droit de perdre de temps, quoi. Enfin, voilà, c'est pas utile. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Philippe.